Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au formulaire, une partie essentielle de toute interface. Allez, c'est parti. Alors nous allons aborder les Template Driven Forms qui s'opposent au Model Driven Form. Donc comme leur nom l'indique, le template permet de gérer tout côté HTML, donc dans le template c'est directement du component, tandis que l'autre c'est dans la classe du composant. Nous allons faire une comparaison rapide. Alors l'avantage d'utiliser du Template Driven Form, c'est que c'est beaucoup plus user-friendly, c'est encore plus prononcé si on est issu d'Angular 1, où c'est quasi similaire. Donc l'approche Template Driven Form a été retouchée dernièrement lors de la Release Candidate Free, donc pour justement avoir une approche similaire à Angular 1 et apporter ce côté user-friendly. Tandis que le Model Driven Form doit être privilégié quand il y a des formulaires complexes à mettre en place, demandant des traitements particuliers, comme par exemple des nested forms, donc des formulaires imbriqués. Encore que l'on pourrait toujours s'en sortir en faisant notre propre petite cuisine. C'est pour cela que mon premier critère d'utilisation de Model Driven Form, c'est de pouvoir réutiliser un formulaire en faisant une classe et éventuellement jouer sur l'héritage pour pouvoir la faire évoluer. Bref, je vois ceci comme ce que proposent pas mal de frameworks PHP tels que Laravel et Symfony, bien que pour l'instant nous en sommes encore loin. En attendant, on va s'intéresser au Template Driven Form, donc le plus simple, et attendre que le Model Driven Form se stabilise un petit peu. Pour illustrer les formulaires d'Angular 2, nous allons reprendre notre petite application dans laquelle on avait un petit formulaire de login. Cette fois-ci, on va le reprendre pour le faire correctement avec les validations nécessaires. Donc j'ai rajouté un peu de CSS pour styliser notre formulaire et bien séparer le composant père et fils. Donc la première chose à faire, c'est de charger dans notre bootstrap de l'application le module forms d'Angular 2. Pour cela, on fait un import de @angular/forms et dedans on va appeler la fonction provideForms ainsi que disableDeprecated_forms qui va nous permettre de désactiver l'ensemble des fonctionnalités de l'ancien module forms qui est maintenant déprécié ainsi que le message de warning qui est dispensé au début de notre console du navigateur qui se trouve ici. Pour ce faire, on appelle directement ces fonctions dans le bootstrap de l'application. Le résultat de ces deux fonctions sont passés au provider array du bootstrap. Une fois ceci fait, on passe au connect component. Donc j'ai défini un modèle user très rudimentaire et pour cause c'est une simple classe avec deux propriétés toutes simples, pseudo et password. Cela permet de typer nos variables que l'on manipule, donc vive TypeScript. Donc on importe ce modèle dans le connect component et on déclare une propriété publique de type user avec un user initialisé à vide. Je prends le soin de refactorer l'ensemble des pseudos et passwords qui traînent. On remarque au passage que j'ai l'autocomplétion grâce à mon modèle. Ensuite, niveau template, on a toujours le two-way data binding assuré par la directive ngModel sur mes inputs pseudo et password. Il y a des classes pour styliser le formulaire, mais sinon c'est identique au formulaire précédent. Alors la première chose que l'on remarque, c'est que l'on se retrouve avec une erreur console. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut rajouter un attribut name. Alors name va permettre de pouvoir nommer le input par rapport au formulaire. En fait, Angular, à l'intérieur de son processus de fonctionnement, dès qu'il y a une balise form, il attache une directive ngForm. Et tous les inputs vont pouvoir être référencés auprès de ce ngForm avec un name unique. Dans notre cas ici, c'est le pseudo et le password. Et si on va pouvoir faire des traitements, Angular rajoute donc cette surcouche au formulaire. On va pouvoir utiliser une variable locale que l'on va ici nommer formLogin pour pouvoir avoir accès aux propriétés de ce ngForm depuis l'extérieur. Donc là maintenant il ne devrait plus y avoir d'erreur. Voilà. On va espionner directement un input via une variable locale, donc de nouveau, et display ce qu'il y a dedans. Donc j'avais déjà mentionné la variable locale lors de mon tuto sur les interactions entre composants parents et fils. Ici donc on va afficher tous les noms de classes générés et gérés par Angular. Ceci au moyen de la propriété className. C'est juste pour l'exemple, ce n'est pas quelque chose qui est utilisé en production, bien sûr. On va même mentionner le fait qu'il faut le supprimer. Donc il va s'afficher ici trois classes, le ngTouch, ngPristine et ngInvalid. Dès que l'on va focuser l'input et qu'on défocus le ngUntouch passe à touched. C'est le premier événement. Ensuite le pristine, donc c'est dès que l'on va apporter une modification sur l'input. Ici je rajoute une lettre, il passe de pristine à dirty. On a aussi le invalid qui est passé à valide par la même occasion car le seul critère de validation c'est que c'est required. Mais si je me mets à supprimer ma lettre S, on repasse en invalide mais on conserve le dirty. Comme quoi que l'input a été modifié. Alors maintenant plutôt que de binder l'input comme ça, on va faire
ce qui se fait véritablement en production, en utilisant de nouveau un template reference variable ou variable locale donc, en passant cette fois une valeur, le ngModel. Alors qu'est-ce que cela veut dire et pourquoi on fait cela et comment cela fonctionne? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ngModel est une directive. Donc lors de sa déclaration, on lui a apposé la metadata @directive. Dans cette metadata, il y a une propriété qui s'appelle export_as, dans lequel il y a été mis la string ngModel en fait, encore une fois. Donc en fait, cette propriété permet de donner un identifiant par lequel la directive va pouvoir être exportée dans une template reference variable, comme c'est notre cas ici. Donc cela nous permet d'obtenir une syntaxe beaucoup plus lisible. Si j'affiche la propriété name.dirty par exemple, j'obtiens un boolean à false. Dès que je vais modifier l'input, il passera à true. Donc c'est ainsi pour tous les autres class name qu'on a vu tout à l'heure. Cette fois, c'est des simples booleans, donc untouch, invalid, mais aussi les propriétés réciproques telles que touch, valid et donc dirty. Nous allons utiliser ces propriétés pour pouvoir afficher les messages d'erreur le cas opportun. Donc dans mon CSS, j'ai ajouté une stylisation lorsque la classe ngValid est générée par Angular. Donc j'ai juste rajouté une petite bordure gauche verte pour permettre à l'utilisateur d'avoir un retour visuel. Maintenant on souhaite afficher les messages d'erreur. Donc par convention, ce qu'il faut faire, c'est de n'afficher aucune erreur d'entrée de formulaire. Tout simplement pour ne pas décourager l'utilisateur d'entrée de jeu. Les erreurs vont donc être affichées uniquement dans deux cas. Une fois qu'une saisie est effectuée sur l'input, donc dès le passage de l'input en dirty, ou lors de la soumission du formulaire. Avec ces deux cas, on s'en sort tout le temps en fait. Donc ce qui donne ceci, un ngIf avec si pseudo est invalide et alors que pseudo soit dirty ou que le formulaire soit soumis, auquel cas on affiche pseudo est requis. J'ai deux petites erreurs. La première, j'ai nommé ma variable locale name plutôt que pseudo, donc on corrige, mais par contre sur la balise form j'ai fait n'importe quoi. La directive ngForm est générée automatiquement par Angular, c'est ce que je vous ai dit juste précédemment. Donc une variable locale prend en valeur ngForm comme ce que j'ai expliqué pour le ngModel, c'est le même principe. Donc quand on teste, on voit qu'il n'y a pas d'erreur affichée. Dès que je soumets, l'erreur est affichée. Si je remplis, l'erreur disparaît. Voilà, tout est OK, on a bien le comportement qu'on veut. Maintenant, on va afficher l'ensemble des erreurs pour comprendre un peu mieux ce qui se passe. On utilise pour cela la propriété control.errors. Donc de notre variable locale de l'input. Et on JSONifie tout cela en utilisant un pipe. Donc on abordera les pipes ultérieurement. Donc on voit bien l'affichage de l'erreur required. Et dès qu'il n'y a plus d'erreur, nul est retourné. Par exemple, je vais rajouter une min-length de 3 caractères. Donc c'est juste pour l'exemple. Donc on a uniquement required qui est affiché. Et dès que l'on rentre un caractère, on a l'erreur min-length qui apparaît. Donc les erreurs arrivent donc au fur et à mesure de façon dynamique. Donc c'est logique, quand il n'y a rien, il n'y a pas d'erreur de taille. Alors comment peut-on afficher chaque type d'erreur indépendamment? Voilà une question qu'on pourrait se poser. Donc tout simplement en jouant sur nos événements. Donc juste pour l'exemple, je rajoute un ngIf avec une condition pseudo.control.asErrorMinLength. Voilà, on peut donc utiliser ces fonctions de prédicat qui sont plutôt sympas. Donc nous on va simplifier et rester sur une erreur par input. Donc on va faire la même chose pour password. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que donc on appose des variables locales. Ensuite, on utilise donc les événements de type touch, untouch, dirty, pristine, valid, invalid. Et ensuite, qu'on a la propriété .control sur ces variables locales, qui ont notamment .errors pour afficher toutes les erreurs, ou asError pour avoir des prédicats sur telle ou telle erreur. Donc après, je vous invite à consulter la doc que je mettrai en lien. Maintenant, nous allons nous intéresser à la soumission du formulaire. Nous allons pour cela aborder l'output de type ngSubmit à utiliser dans la balise form. Donc les personnes issues d'Angular 1 ne seront pas perdues sur ce point. Donc en valeur, on met une fonction de notre composant, donc notre classe composant. Donc dans notre cas, ce sera login. Donc en premier paramètre, on va envoyer l'ensemble des valeurs du formulaire à l'aide de la propriété value de notre variable locale formLogin. En second paramètre, la propriété valide, toujours de notre local variable formLogin. Donc on va commenter notre login actuel et console-logger le paramètre de validation dans notre nouvelle fonction login. Au passage, on n'hésite pas à typer nos paramètres, les valeurs sont un objet de type user donc et isValid un simple boolean. En premier lieu, on a false car password est requis et si on remplit tout, on a bien true. Donc certes ça fonctionne, mais devoir wrapper à chaque fois nos fonctions d'une condition n'est pas forcément ce que l'on souhaite. Donc auquel cas, toujours comme dans Angular 1, Angular 2 offre l'input disable à utiliser sur le bouton de soumission de notre formulaire. Donc à l'intérieur on passe une condition, dans notre cas on disable tant que le formulaire n'est pas valide,
Donc j'ai stylisé le bouton de soumission pour rendre ceci un peu plus compréhensible ou lisible. Donc quand le bouton est disable, il est grisé et sinon il est vert. Donc dès que c'est valide, on peut enfin soumettre et l'appel de notre fonction login sera effective. On peut donc supprimer notre second paramètre et remettre notre fonction de base et remarquez que là, tout refonctionne avec un formulaire propre. En conclusion, on remarque que l'on peut afficher les informations relatives à notre formulaire de façon différente, c'est pour cela qu'il faut bien lire la doc et choisir la syntaxe la plus lisible possible. Donc le template Driven Form est donc idéal pour des formulaires simples de one-shot. Faire un formulaire utilisant des directives de validation fournies par Angular est très simple et relativement rapide à mettre en place. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Comme toujours, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. À bientôt. La revedere.